Voilà, bienvenue à notre dernière présentation en direct sur le Tour du Mont Blanc cette année et merci d'être là. Je m'appelle Marvin Faux, je suis le fondateur et le gérant d'Alpine qui est un groupe de coachs cyclistes basé dans les Alpes. Et on est partenaire de l'organisateur pour le Tour du Mont Blanc et accessoirement pour le Marmot. Alors, dans cette présentation, je vais parler de comment obtenir votre meilleur résultat le jour de l'épreuve. Donc, l'entraînement est terminé. Il n'y a plus grand-chose à faire côté entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir le mieux le jour J? C'est ça l'essentiel de cette présentation. Je répondrai avec plaisir à toutes les questions à la fin, mais n'hésitez pas à m'envoyer ou maintenant ou plus tard ou dans les jours à venir vos questions par email à info@alpinecoach.com. Je répondrai à tout le monde dès que possible et avec plaisir. On voici un petit rappel du parcours. Il est souvent considéré comme le cycle sportif d'un jour le plus difficile au monde. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Il suffit de dire qu'elle fait 330 km et comprend 8300 mètres de dénivelé. Et ces chiffres sont bien entendu énormes et exigent le respect. Tout le monde commence dans l'obscurité à 5 heures du matin. Et contrairement aux gars sur la photo, beaucoup finiront après le tombée de la nuit et devront peut-être même faire la descente du Commet de Roslin dans l'obscurité ainsi que la montée finale. Leur limite d'arrivée est fixée à minuit, ce qui signifie que tous les participants mettent entre 12 et, enfin, grosso modo 12 et surtout 19 heures maximum. Dans une bonne année, le taux d'abandon est d'environ 40% et il est encore plus élevé lorsqu'il fait mauvais temps. L'épreuve est avant tout un défi d'endurance et bien que tous les participants soient chronométrés, il n'y a pas de classement officiel et tous les finishers reçoivent une médaille et un certificat bien mérité. Alors, il s'agit donc d'un défi surtout à trois niveaux, mental, physique et nutritionnel. Et à mon sens, c'est dans cet ordre-là. La raison la plus probable d'abandonner, en fait, c'est mental. Pour beaucoup, il s'agirait de la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, surtout sur un vélo. Et à mi-parcours, il suffit de constater qu'à mi-parcours, vous aurez roulé presque l'équivalent de la marmotte, mais ce n'est encore que la moitié. Pour atteindre la ligne d'arrivée dans les temps, vous allez probablement rouler jusqu'à vos limites, puis aller encore plus loin et vivre des moments d'euphorie par moment, suivis des moments de désespoir par d'autres moments. Pendant ces moments difficiles, tout le monde pense à s'arrêter. Seulement ceux qui se sont bien préparés vont s'en sortir. Donc voilà, après avoir posé le décor, mais avant d'entrer dans les détails de la journée elle-même, jetons un coup d'œil rapide sur les 2 dernières semaines qui vous restent. Il reste donc juste ces 2 dernières semaines et votre objectif pendant ce temps-là doit être d'éliminer toute fatigue avant d'arriver sur la ligne de départ. Il n'est pas exagéré de dire que vous pouvez perdre la plupart des bénéfices de votre entraînement si vous ne faites pas ce qu'il faut pendant ces derniers jours. Donc attention. La première chose, c'est de réduire progressivement votre volume d'entraînement de au moins 50%. Et progressivement, donc c'est pas tout de suite progressivement forcément dès demain, mais week-end prochain, ça devrait déjà être à plus que 50%. Et la dernière semaine, il faut juste rouler un petit peu pour tourner les jambes, mais c'est pas la peine d'essayer de faire un entraînement. Au contraire, ça va pas aider du tout. Il faut limiter l'intensité dans ces 2 dernières semaines. Si vous devez absolument faire une séance en intensité, si vous ne pouvez pas vous empêcher, faites-le court et pas trop dur. Par-dessus tout, il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut rester souple, il faut faire des étirements et il faut limiter le stress dans votre vie au maximum. Et enfin, sachez que la récupération complète est beaucoup plus précieuse que la récupération à seulement 95%. À 95%, vous risquez de perdre 20% de votre potentiel de performance sur les 2 dernières montées, par exemple. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de continuer à s'entraîner pour être plus en forme. Là, c'est trop tard pour ça. Maintenant, il faut réduire la fatigue juste en s'entraînant assez pour maintenir le niveau.
ça va plus se développer. Donc voilà pour les 2 dernières semaines. Parlons maintenant de la journée elle-même. Il y a 3 éléments essentiels à la réussite de l'épreuve. L'allure, surtout dans les montées, l'alimentation et le mental. J'ai déjà dit que le mental est le plus important, donc j'y viendrai en dernier. Parlons d'abord de l'allure. Mais avant cela, nous devons clarifier votre objectif, car votre stratégie d'allure en dépend. Votre objectif ne peut qu'être réellement l'un de ces deux-là. Donc, soit en finir le plus rapidement possible, ça c'est pour les gens qui sont vraiment confiants de pouvoir bien réussir l'épreuve, soit simplement de finir avant la barrière horaire. Entre les deux objectifs, la stratégie d'allure n'est pas la même. C'est ça qu'on va regarder dans un premier temps. Si votre objectif est de terminer le plus rapidement possible, en fonction de vos moyens, bien sûr, vous devez rouler le plus près possible de vos limites sans jamais les dépasser. Attention cependant, car alors que sur un cycle normal, les conséquences d'un dépassement de vos limites ne sont pas trop graves, sur le Tour du Mont Blanc, cela signifiera probablement que vous ne pourrez pas finir. Donc, il ne faut pas dépasser vos limites. Vous devez donc déterminer l'allure que vous pouvez soutenir sur 157 km de montée. Je vais vous montrer comment le faire dans quelques minutes. C'est ça la clé de l'allure. C'est de déterminer la puissance que vous pouvez mettre pendant 157 km de montée. En fait. Alors, mais d'abord, regardons le deuxième objectif. Si votre objectif est seulement de terminer, vous devez travailler à rebours à partir des barrières horaires de Bourg-Saint-Maurice et du Commet de Roseland et vous assurer que vous arriverez à temps à ces 2 barrières. Je calcule que pour avoir une bonne chance d'arriver à ces 2 barrières, il vaut mieux passer le ravitaillement des Valettes au pied du col de Champex à 10 heures du matin. Ce qui signifie une vitesse moyenne de 22 km par heure sur les 110 premiers kilomètres. Donc, il faut quand même y aller. Il faut ensuite être au sommet du Grand Saint-Bernard à 14 heures, à mon sens. En réalité, il n'y a pas de barrière officielle sur le Grand Saint-Bernard. Il y a une barrière horaire officielle aux Valettes à 11 heures, mais je pense que vous devrez viser d'être passé bien avant. C'est pour ça que je dis 10 heures. Il est important de reconnaître que si votre seul objectif est de finir, il n'y a aucun sens à essayer de battre ces barrières par une marge importante. Vous risqueriez simplement d'aller trop fort, trop tôt, et de ne pas pouvoir finir. Donc, il est préférable de se retenir au début afin de pouvoir finir relativement fort. Il vaut mieux finir fort que démarrer fort et ensuite ne pas avoir la capacité d'aller au bout. Alors, comment savoir quelle allure vous conviendrait pour les 150 km d'ascension? Vous devez surtout regarder les preuves et ne pas vous baser sur vos espoirs. C'est un point essentiel. Les miracles ne se produisent pas très souvent et il est peu probable que vous soyez beaucoup plus fort au Tour du Mont Blanc que vous ne l'étiez à l'entraînement ou lors d'autres événements. Donc, il faut chercher les preuves comme ça. Alors, quelles preuves pouvez-vous utiliser pour déterminer votre allure? Je vais me prendre un exemple. Le point de départ et votre courbe puissance-durée et votre puissance critique ou FTP. La puissance critique et la FTP, c'est toujours 2 ou 3 watts près, c'est la même chose. Voici donc mon exemple personnel de l'année dernière, avant que je ne subisse un accident qui m'a fait beaucoup perdre. Et l'année dernière, ma puissance critique était d'environ 275 watts. Donc, en théorie, j'aurais été capable de maintenir ce niveau de puissance pendant 50 à 60 minutes. Le problème est que ce n'est pas suffisant pour gravir les longues montées du Tour du Mont Blanc. Et de toute façon, je n'aurais pas été capable, bien entendu, de le répéter sur toutes les montées. Il faut donc, c'est un point de départ, mais il faut regarder d'autres éléments pour voir quelle fraction de la puissance critique ou quelle fraction de l'FTP je pourrais utiliser pour grimper pendant 10 heures ou plus.
Donc, regardons donc ce que j'ai fait lors d'autres épreuves précédentes, des épreuves comparables, comme Liège-Bastogne-Liège, le 312 de Majorque, quelques cinglés sur le Mont Ventoux, la Marmotte, le 100 Col Challenge en Corse, et bien sûr le Tour du Mont Blanc lui-même que j'ai parcouru l'année dernière, pas sur un jour, mais sur 2 jours. Cela m'a permis d'identifier des données réelles sur la puissance moyenne que j'étais capable de soutenir dans les montées lors de ces événements. Alors, pour être plus pertinent pour vous, vous devez prêter plus d'attention au pourcentage, donc la dernière colonne à droite, le pourcentage de puissance critique ou de FTP, qu'au chiffre de puissance réelle, parce que la puissance réelle, c'est moi. Le pourcentage s'applique plus à vous si vous mettez votre propre puissance critique ou votre propre FTP dedans. Alors, notez que les montées sur Liège-Bastogne-Liège sont toutes relativement courtes et que les montées sur le Majorque 312 se trouvent principalement dans la première moitié du parcours, la deuxième moitié du parcours étant relativement plat, un peu vallonné, ce qui explique pourquoi le pourcentage de la puissance critique est relativement élevé, à 77 et 75%, par rapport aux autres épreuves listées là. On voit que lorsque j'ai fait le cinglé, c'était 69%, le marmotte, bon, c'est plus une course, donc j'ai poussé un peu plus, j'étais à 73%. Le 100 Col Challenge, ça c'est 10 jours avec des très grosses journées aux alentours de 185 km et presque 4000 mètres de dénivelé tous les jours. Donc là, c'était la répétition qui était dure, donc là j'étais à 65%. Et lorsque j'ai fait le tour du Mont Blanc sur 2 jours, bah, c'était entre 64 et 67%. Donc voilà, le problème est que passer d'un demi-tour du Mont Blanc à la distance complète reste un grand pas en avant et c'est un saut dans l'inconnu en fait. Donc comment traiter ça? Eh bien, ce que j'ai décidé, c'est que mon plan pour le TMB serait de réduire encore plus, d'être conservateur et de viser 60% de ma puissance critique sur les montées. Notez que pour vous-même, plus votre puissance critique par kilogramme, ou watts par kilo, sont élevés, plus votre pourcentage de puissance critique cible peut être élevé, parce que vous prendrez moins de temps sur chaque montée. Donc, pour référence, la mienne était environ 3,9 watts par kilo. Donc, si la vôtre est nettement au-dessus, disons 4,2, 4,3 par exemple, vous pourrez être en mesure de maintenir un pourcentage de votre puissance critique légèrement plus élevé que moi, ça c'est certain. Tandis que si vous êtes à 3,6, 3,7 ou moins, vous devrez peut-être réduire davantage ce pourcentage. Donc, à vous de faire cette analyse. Ensuite, arrivé le jour J, il faut ajuster cette puissance cible que vous avez calculée en avance à la hausse ou à la baisse un petit peu, je dirais jusqu'à 5 watts, maximum jusqu'à 10 watts, en fonction de la météo du jour. Par exemple, s'il fait excessivement chaud et vous n'êtes pas habitué à la chaleur, si c'est une vraie canicule, bah, il vaut mieux réduire la puissance cible. En fonction aussi de votre entraînement récent, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que c'était positif ou est-ce que est-ce que vous vous êtes entraîné trop dur, trop longtemps? Donc, votre niveau de fatigue, en fait. Aussi, donc, de la qualité de votre affûtage, de votre niveau de stress. Si, bien malgré vous arrivez avec beaucoup de stress, euh, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la course, ben, il vaut mieux aussi réduire un petit peu la puissance cible. De la qualité de votre sommeil les jours avant, de votre motivation, bien sûr. Plus vous êtes motivé, plus vous pouvez pousser fort, et de votre ressenti. Le plus grand risque est d'aller trop fort dans les premières montées. Vous aurez l'impression de vous retenir, et c'est ce que vous devez ressentir. Vous devez ressentir que vous vous retenez sur les premières montées. Alors, regardons maintenant l'alimentation. Elle aura un impact considérable sur votre performance, donc il faut absolument le prendre au sérieux.
Vous allez brûler sur l'ensemble du tour entre 8000 et 10 000 calories. Donc, c'est énorme. Il est impossible de manger autant pendant l'épreuve. Comme le montre un simple calcul, une barre énergétique typique contient entre 100 et 200 kilocalories. Donc, il faudrait manger plus de 50 barres sur la journée, ce qui est bien évidemment pas possible. Donc, il est donc essentiel de démarrer avec le réservoir plein. Alors, comment faire? Faites le plein de glucides pendant la semaine. Donc, vous augmentez nettement la quantité de glucides, que ce soit des pâtes, des pommes de terre, du riz, enfin, tout ce que vous voulez comme glucides. Les glucides lents, c'est mieux que les glucides rapides, évidemment. Pour ne pas prendre trop de poids, pour ne pas euh, prendre trop de calories, manger trop de calories, en mangeant plus de glucides, il faut manger moins de lipides. Donc, minimiser les graisses de toutes sortes que vous mangez pendant que vous augmentez les glucides. Ensuite, vous arrivez au saisie, mangez normalement vendredi, la veille donc. Couchez-vous très tôt et mangez encore. Prenez votre petit déjeuner. Je propose que comme le course démarre à 5 heures, il faut manger à 2 heures, se rendormir si possible, encore à 3 heures, se rendormir et encore à 4 heures si possible. Je proposerais, si moi j'allais faire la course cette année, ce que je vais pas faire cette année à cause de mon accident, je mangerai par exemple du riz blanc et un omelette à 2 heures, bon, pré-cuit, préparé bien sûr, un pain d'épices ou du cake à 3 heures et peut-être un gaufre au miel à 4 heures. Voilà. C'est le genre de choses donc c'est des choses qui sont facilement digérables et qui vous donnent, qui vraiment que vous remplissent le réservoir au maximum. Alors, la quantité dont vous avez besoin sur la course dépend de votre capacité à brûler les graisses. Moins votre corps brûle des graisses, plus vous devez consommer de glucides pendant la course. Par contre, la quantité réelle de glucides que vous pouvez consommer pendant l'épreuve dépend de ce que vous avez l'habitude de faire en entraînement. Donc, je dis que dès le départ, il faut manger entre 60 grammes et 100 grammes de glucides par heure. Et ça serait impossible de manger 100 grammes de glucides par heure si vous vous êtes pas entraîné pour. Ça, c'est quand même un gros défi. Mais 60 grammes de glucides, c'est le cible, je dirais, minimum. Il faut pas manger moins que ça. Donc, veillez à manger peu et souvent, au moins toutes les 15 minutes, et ça va être donc de 2 à 4 items par heure. Vous voyez que un bidon de boisson énergétique vaut à peu près 30 grammes. Un gel, c'est à peu près pareil. Une barre, c'est entre 25 et 50 en fonction de la barre. Une banane, c'est aux alentours de 30 grammes aussi. Donc, 2 à 4 items par heure, ça vous donne entre 60 et 100 grammes par heure. Il faut bien lire pour les indications sur les paquets pour être sûr. Alors, prenez-les peu, mais souvent, donc toutes les 15 minutes un petit peu. Surtout, ne prenez jamais de retard. Donc, ne sautez jamais en occasion de manger. C'est une bonne idée de mettre un rappel sur votre Garmin qui va faire ping toutes les 10 minutes ou toutes les 15 minutes maximum pour vous rappeler. Même chose pour boire, bien évidemment. Il faut cibler, s'il fait très chaud, au moins un bidon par heure. S'il fait frais, bon, peut-être vous pouvez aller avec un demi-bidon, mais c'est entre un demi-bidon et un bidon par heure. En fonction de la température et en fonction de votre transpiration. Ceux qui transpirent plus doivent évidemment boire plus. Alors, voici la liste des ravitaux avec les détails du menu du jour qui m'ont été communiqués hier par l'organisation, donc a priori c'est juste. À mon sens, vous devez vous arrêter brièvement à tous les postes de ravitaillement.
Mais rappelez-vous que 7 fois, donc il y a 7 ravitaillements, 7 fois 5 minutes, ça fait quand même 35 minutes. Donc, si vous allez être juste au niveau des barrières horaires, il faut être rapide et efficace à l'arrêt. Donc, essayez de vous arrêter que 2-3 minutes maximum. Alors, à mon sens, la seule exception possible en termes d'arrêt serait la première à Vaudagne, et ce seulement s'il fait frais et que vous avez encore beaucoup d'eau. Et puis, évidemment, lorsque vous passez Chamonix, vous allez passer devant des fontaines. En route, vous pouvez toujours vous arrêter rapidement à une fontaine. Ça prend que peut-être 30 secondes pour remplir le bidon. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour la nutrition. Rappelle que c'est extrêmement important. Il faut surtout manger et boire tout au long. Il faut jamais prendre du retard. Il faut cibler les minimum 60 grammes de glucides par heure. Donc passons maintenant au mental. Rappelez-vous que j'ai dit au départ que le plus gros défi sur le Tour du Mont Blanc est mental. Tant que vous vous êtes correctement entraîné et que vous mangez et buvez suffisamment, la raison la plus probable d'abandonner est mentale. Pour la plupart des gens, ce sera la journée la plus longue et la plus difficile qu'ils aient jamais passée sur le vélo et de loin. Alors, que pouvez-vous faire pour vous préparer mentalement? C'est ça qu'on va voir. Alors, cette citation est celle de l'un des meilleurs experts mondiaux de l'aspect mental des sports d'endurance, Samuele Marcora, italien. Elle résume parfaitement le défi à relever. L'endurance est la lutte pour continuer contre une envie croissante de s'arrêter. Je peux pratiquement vous garantir que lorsque vous arriverez au pied du commet de Roseland, vous aurez de plus en plus envie de vous arrêter. Peut-être même avant. Vous le ressentirez peut-être déjà sur le Petit Saint-Bernard. Que faire alors? Il y a deux façons d'augmenter votre force mentale et votre capacité à continuer contre cette envie croissante d'arrêter. Le premier, c'est d'augmenter votre motivation. Et le deuxième, c'est de réduire votre perception de l'effort. En effet, il faut faire les deux en parallèle. Alors, le sujet est un peu compliqué. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans trop de détails, mais je vais vous donner un aperçu rapide et aussi vous indiquer où vous pouvez en apprendre plus. Donc, la clé pour augmenter la motivation est d'avoir des objectifs clairs. Le premier point est d'avoir une bonne réponse à la question « Pourquoi je fais ça ?» Vous pouvez être sûr que vous vous poserez cette question de nombreuses fois. Pour moi, dans l'exemple ici, je voulais me prouver que je pouvais faire la distance complète sur le Mayotte 312. J'avais jamais fait plus de 250 km avant, surtout avec autant de dénivelé, donc je voulais me prouver que je pouvais le faire. C'était mon seul objectif, donc, mon objectif de pourquoi. Le deuxième type d'objectif est celui du résultat. Quelque chose comme finir ou finir en moins de X heures, moins de 12 heures, moins de 13 heures, moins de 15 heures, ça dépend. Assurez-vous que si vous vous donnez un objectif comme ça, qu'il est réaliste et réalisable. Ça peut vous pousser un peu, mais il ne faut pas que ça soit irréaliste. Alors, en ce qui concerne le Mayotte 312, mon seul objectif de résultat était de finir. Il y a ensuite une autre catégorie d'objectifs appelés objectifs de processus, qui sont des choses qui vous aideront à atteindre l'objectif de résultat. Comme donc un objectif de processus, c'est quelque chose comme respecter le plan, grimper à 60% de mon FTP ou manger 60 grammes de glucides toutes les heures, par exemple. Et tels étaient mes objectifs à moi sur le Mayotte 312. Donc voilà trois types d'objectifs. Il convient de réfléchir aux trois et d'établir des objectifs clairs qui vous motivent. Alors, évidemment, si ça ne vous motive pas, ça ne sert à rien. Toujours dans le domaine de la motivation, lorsque vous traversez une période difficile sur la journée, vous pouvez trouver utile de parler à vous-même de manière positive. Il est très important, en effet, de pouvoir contrer cette voix séduisante dans votre tête qui dit quelque chose comme « Oh, c'est trop dur.
Je ne vais pas y arriver. J'ai plus envie. Arrêtons-nous là. Alors, différentes choses fonctionnent pour différentes personnes pour contrer cette petite voix dans la tête. Alors, choisissez, adaptez ce qui fonctionne pour vous. Je vais vous donner juste quelques exemples. Vous pouvez vous dire que c'est pour cela que je me suis entraîné. J'ai tellement de chance d'être ici. Profitons-en. Continuez à avancer, continuez à avancer. Tous les autres ont plus de mal que moi. Souvent, lorsqu'on regarde autour, on voit que les autres souffrent. Donc, on se dit, bah, ils ont plus mal que moi, finalement. Regarde tout le chemin que tu as déjà parcouru. Tu peux continuer. Mais attention, prendre toute cette épreuve dans son ensemble peut être angoissant. Si tu commences à avoir du mal sur le Grand Saint-Bernard, par exemple, il reste tellement de chemin à parcourir que ça peut être vraiment très déprimant d'y songer. Donc, il peut être très utile de découper ou de décomposer l'épreuve en sections, montée par montée. Et quand les choses vont vraiment mal, je peux arriver au sommet de cette montée et après je verrai. Ou si c'est encore plus mal, je peux aller jusqu'au prochain virage et puis je m'arrêterai. Et puis vous arrivez au prochain virage et vous dites encore, bah, OK, encore un virage de plus et encore un virage de plus. Et au fil de l'eau, ben, on arrive au sommet et ensuite c'est la descente. Donc on peut récupérer. Donc c'est très important de contrer les pensées négatives avec des pensées positives. Les consignes sont une autre catégorie de pensées positives où vous vous dites ce que vous devez faire. Donc voici quelques exemples de consignes. Respecte ton propre allure, c'est très important. Pédale en souplesse. Bah, pourquoi? Parce que c'est moins énergivore, vous perdez moins d'énergie. Détends tes épaules. Pas la peine d'avoir des épaules toutes tendues. Regarde loin dans le virage lorsqu'on est en train de faire une descente rapide. Et ainsi de suite. Enfin, se visualiser au sommet de l'ascension en cours ou même à l'arrivée, en tout cas vers la fin, peut être un autre facteur de motivation puissant et donner une bonne raison de continuer. Donc, la visualisation, je vous encourage de faire ça aussi. Alors, parlons maintenant du deuxième volet de cette force mentale, c'est comment réduire la perception de l'effort. Ça, c'est important, car moins vous ressentez la souffrance, plus vous pouvez continuer longtemps. Donc, pour moins ressentir la souffrance, il faut réduire sa perception de l'effort. Alors, l'une des meilleures façons de réduire sa perception de l'effort, c'est de détourner votre esprit, tout simplement, et de vous distraire. Donc, voici quelques exemples. Vous pouvez revivre un bon souvenir. Vous pouvez penser à vos projets d'avenir. Vous pouvez tout simplement apprécier le paysage, regarder autour de vous. Vous pouvez vous concentrer sur le cycliste qui vous précède, regarder son moyeu arrière et vraiment focaliser dessus. Vous pouvez compter vos coups de pédale, pourquoi pas même dans une langue étrangère pour augmenter un peu la difficulté, parce qu'au fait, l'objectif, c'est quoi? C'est d'occuper votre tête à faire autre chose, afin que vous ne pensez plus à l'effort. Vous pouvez réciter des poèmes, des paroles de chansons, un mantra, tout ce qui vous passe par la tête, ou vous pouvez tout simplement laisser votre esprit se vider et ne penser à rien du tout. Si vous êtes un adepte de la méditation, eh bien, méditez sur le vélo pendant les grimpées et ça peut aider à ignorer la souffrance. Voici quelques autres astuces pour réduire l'effort perçu. C'est pas une blague, souriez, pourquoi? Parce que ça libère des endorphines et ça vous fait vous sentir mieux. C'est prouvé par la recherche.
Et moi, je me le suis prouvé à moi-même en faisant des séances en fractionné très dur. Lorsque ça devient vraiment très dur, je me force à sourire et ça aide. Détendez-vous, en particulier le haut de votre corps et vos épaules, parce que ça réduit le stress sur le corps, ça réduit le cortisol qui est lâché, et ça permet de se sentir mieux et de réduire la perception de l'effort, encore une fois. Vous pouvez prendre une gel de caféine qui a un effet positif sur la perception de l'effort, c'est la caféine, bien sûr. Certains jours, si vous avez un porte-bonheur qui est personnel et dans lequel vous croyez, euh, amenez-le avec vous. Ça marche. Si vous le croyez, ça marche, ça marche. Et encore une fois, notre vieil ami, la visualisation que vous pouvez utiliser dans ce contexte pour vous aider à sentir mieux, à vous sentir mieux. Par exemple, s'il fait très froid, s'il pleut, il peut faire extrêmement froid sur le Grand Saint-Bernard, par exemple. Vous avez peut-être pas assez de vêtements. Donc, il faut se dire, bah, même s'il fait froid, je ne me sens pas inconfortable. Et imaginez-vous dans votre maison, quelque part bien au chaud, et ça aide à se sentir un peu moins froid. Vous pouvez vous visualiser en train de pédaler en souplesse et toute autre chose qui peut aider. La dernière partie de la préparation mentale est d'anticiper les problèmes. Alors, beaucoup de choses peuvent mal tourner pendant votre course, mais il n'y a aucune raison qu'elles vous empêchent de finir pour autant que vous avez un bon plan pour y faire face. Donc, des crevaisons, évidemment. Donc, il faut que vous ayez un plan pour comment les gérer. Il faut sans doute 2 chambres à air et au moins 2 cartouches. Il faut un plan pour le mauvais temps. Est-ce que vous avez les vêtements qui conviennent? Qu'est-ce que vous allez faire s'il pleut beaucoup? Qu'est-ce que vous allez faire s'il grêle, etc. Plus vous avez réfléchi à ce que vous allez faire, mieux vous allez vous porter. Il peut faire un canicule, bien sûr. Vous pouvez vous trouver tout seul pendant une longue partie du parcours. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas être tout seul, il faut savoir ce que vous allez faire. Vous pouvez souffrir d'un fringale, vous ne devrez pas si vous avez suivi mes conseils sur la nutrition, bien sûr, mais c'est facile d'oublier. Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez un fringale? Il faut au minimum avoir, au minimum, un gel d'urgence, enfin, un gel d'urgence dans les poches, hein, à tous les temps. Vous pouvez vous sentir mal. Ça ça m'est arrivé sur le Marmot de me sentir pas terrible sur la dernière montée de l'Alpe d'Huez. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez souffrir des crampes, vous pouvez vous sentir découragé, etc. Donc, plus vous avez réfléchi à ce genre de problème, vous avez décidé, vous avez un petit plan en avance comment y faire face, mieux vous allez vous en sortir si jamais ça arrive. Donc voilà, il s'agissait d'un tour d'horizon très rapide de sujet qui est quand même assez complexe. Vous en trouverez davantage dans notre guide de préparation mentale qui se trouve sur sur le site web du TMB. Vous le voyez là, c'est entouré en rouge. Préparation mentale, enfin sur le côté français, c'est préparation mentale. Voilà, vous allez pouvoir trouver ça si vous le cherchez. Alors maintenant, un mot sur les vêtements et l'équipement personnel. Avoir des vêtements inadaptés aux conditions est probablement la 4e raison majeure d'abandon. Bien sûr, tout dépend de la météo. Il est donc essentiel d'avoir une bonne connaissance des prévisions sur l'ensemble du parcours, pas que sur les saisies, et notamment sur l'école, et notamment l'école les plus élevées. Si ce n'est pas la canicule pure et simple, il faut plus qu'un simple maillot d'été. Donc, la meilleure solution consiste en un choix de couches fines, faciles à adapter, c'est-à-dire des manchettes, une veste de pluie très fine, un gilet peut-être, une casquette ou un bonnet, éventuellement des gants longs, un cache-cou, des jambières. Si la météo est vraiment mauvaise, il se peut qu'il fasse à peine 5 degrés, voire je pense dans le passé, on a même eu 0,1 degré sur le Grand Saint-Bernard.
Donc, dans ces cas-là, il faut absolument des gants longs. Donc, faites très attention à la météo sur ces grands cols. Donc, voilà. Alors, comment tout porter? Ça fait beaucoup de choses à porter. N'hésitez pas à utiliser un sacoche de sel ou un sac de cadre. Cette épreuve, en fait, ressemble beaucoup plus à une épreuve ultra qu'à un cyclo normal. Donc, il ne faut pas avoir honte d'avoir l'air d'un cyclotouriste avec des sacoches partout. Certains portent deux maillots afin de profiter des poches supplémentaires. Ça, c'est une vieille astuce qui marche bien. Une dernière option, évidemment, c'est d'attacher vos affaires autour de votre taille ou de les glisser sous votre maillot, mais c'est pas forcément très confortable. Alors, voici les 5 principales erreurs à éviter. Aller trop fort dans les premières montées, on en a déjà parlé. Ça, c'est l'erreur probablement la plus fréquente et qu'il faut absolument éviter. On voit des gens qui brûlent trop d'allumettes au début, ben, on descend des saisies et puis il y a quelques petites bosses à passer pour passer Megève. Tout le monde est devant, enfin, on est encore en peloton, donc c'est facile à rouler, à mettre trop d'efforts pour essayer de tenir des roues. Ça sert à rien de mettre 300, 350, 400 watts pour tenir des roues sur un événement où vous allez être sur le vélo, qui sait, 15, 17, 19 heures. Donc, moi, je dirais, il faut brûler aucune allumette. Donc, il faut toujours rester à l'heure d'endurance tout au long. Troisième erreur à éviter, évidemment, c'est d'oublier de manger ou de boire. Le quatrième, on vient de parler des vêtements. Ben, ne pas disposer des vêtements adéquats, c'est très compliqué. Et le cinquième, et pas le moindre, c'est de prendre des risques inconsidérés dans les descentes. C'est pas sur le Tour du Mont Blanc que vous voulez avoir un accident, mais vous allez être très fatigué vers la fin. Donc, il faut rester lucide. Il faut vraiment se concentrer pendant les descentes et les prendre sans doute un peu moins vite que vous les prendrez normalement. Alors, j'en termine avec 3 astuces pour rouler plus vite. La première et la plus évidente est d'avoir un vélo en parfait état. Il serait vraiment trop bête d'avoir une crevaison, un problème mécanique qui soit évitable en mieux préparant son vélo. Donc ça, c'est la première. Le deuxième, d'être le plus efficace possible en grimpant, lorsque vous grimpez. L'astuce ici, en fait, c'est de garder le haut du corps immobile et détendu et de concentrer toute votre énergie dans vos jambes. La puissance vient du bassin, qui doit être une plateforme stable et permettre vraiment de pédaler en puissance. Puis, deuxième astuce pour être plus efficace en grimpant, c'est lorsqu'il fait particulièrement raide, disons certainement au-dessus de 10%, appuyez sur vos talons et bloquez la cheville lorsque la pente est raide. Et enfin, mettez-vous régulièrement en danseuse tout en baissant la cadence en se faisant pour éviter de faire monter le cardio. Moi, j'essaie de me mettre en danseuse à peu près 20% du temps sur une épreuve comme celle-ci. Mais il faut toujours baisser la cadence, sinon vous avez des pics de cardio. Troisième astuce pour rouler plus vite, n'oubliez pas de pédaler dans la descente chaque fois que ce n'est pas dangereux, bien sûr, parce que pour très peu d'énergie, vous roulez plus vite et c'est presque gratuit. En plus, et c'est très important, vous faites circuler votre sang, ce qui évite les jambes raides et minimise le risque de crampe lors de la prochaine montée. Voilà, c'est fait. Si vous suivez les conseils que je vous ai donnés, vous devrez pouvoir obtenir le meilleur résultat le jour J. Si vous avez trouvé ça utile et que vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons à AlpineCol, consultez notre site web alpinecol.com. Il nous reste quelques places pour notre voyage sur la magnifique île de Corse en septembre. Si ça vous intéresse, ce serait avec grand plaisir que je vous accueillerai.
Vous pouvez nous contacter à tout moment pour un coaching individuel. Nous travaillons avec des personnes de tout niveau et pour des événements allant de l'étape du Tour ou de la Marmotte ou Tour du Mont Blanc ou Championnat du monde de Grand Fondo, ainsi que pour les triathlons aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.